Bonsoir. Vous faites bien de vous retrouver à CIF TV. C'est l'émission Droit au clair. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. État des lieux de liberté au Cameroun depuis 1840 jusqu'à nos jours. Nous avons choisi une personne de classe exceptionnelle. Une personne dont l'histoire remonte à même l'histoire de Mathusalem au Cameroun, qui a su vivre et même qui a su comprendre ce que c'est que la liberté et le droit public au Cameroun. Ce monsieur, vous allez le découvrir dans un instant assez bref. Depuis 1996, le Cameroun a adhéré, tout comme ses homologues africains, à la consécration de l'état de droit en reconnaissant bien évidemment le Conseil constitutionnel comme étant l'organe en charge du contrôle de la constitutionnalité des lois. Pour le faire, il a fallu remonter le temps en 90, en 62, et pourquoi ne même pas citer 45 et le 10 juin 1840, date à laquelle justement les Anglais décident de pouvoir justement définir en accord avec les chefs Douala un protocole d'accord pour pouvoir justement consacrer des droits fondamentaux au Cameroun. Des siècles après, près d'un siècle et demi après, on est encore se poser la question de savoir que sont devenus les droits fondamentaux au Cameroun. Les droits fondamentaux, les droits de l'homme, participent-ils forcément à la consécration de l'état de droit? Et si oui, des années plus tard, que faut-il véritablement pour que les deux notions, droits de l'homme, droits fondamentaux de l'homme et état de droit, puissent justement servir pour l'épanouissement et de la nation, du peuple et pourquoi pas du citoyen. Le patriarche Biloa Aïssi est là justement pour répondre à nos questions. Patriarche, bonsoir. Bonsoir M. Atangana, merci d'être venu à moi. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui comme invité à l'émission Droit au clair. C'est un privilège qui nous est donné de pouvoir vous avoir justement comme étant le tout premier invité de cette émission qui est davantage fort couru. Patriarche, quand on parle de droits fondamentaux, de liberté publique, au premier jeu, à quoi cela renvoie-t-il? C'est assez difficile à répondre parce que c'est un concept qui n'est pas africain. Et on va me comprendre. Nous entrons dans ce qu'on appelle les droits de l'homme et autres par ce qu'on a voulu bien appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme et en 1948. En 1948, nous n'étions pas des États. En tout cas, on n'était pas considérés comme États par rapport à l'acception de l'ONU, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale, de l'Organisation des Nations Unies. Donc, quand on parle de ces concepts-là, moi, ça me gêne énormément. Parce que les droits, tels que de manière idyllique, ils ont été décrits dans nos pays, n'existent nulle part. Ils n'existent nulle part parce que chaque État fait ce qu'il faut pour son maintien, pour sa stabilisation et surtout pour son progrès. Ce qui fait que ce soit la notion de droit de l'homme, que ce soit la notion de démocratie, ces choses sont attachées à des valeurs qui sont propres à des cultures définies. Donc, il est difficile, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons des problèmes en Afrique, à apporter ce genre de concepts et à les implémenter. Parce que, prenons le cas de la France. Pour que la France arrive à la
république, il a fallu des siècles et des siècles. Et pour que la France arrive à la République, il a fallu une sorte de sédimentation où on pourrait appeler cela un construit qui va grandissant du moment où le peuple est mature. Si le peuple n'est pas mature, vous pouvez apporter des concepts de démocratie, de droits de l'homme, ça ne pourra pas s'appliquer parce qu'il faut tout contextualiser. L'homme est ainsi fait. L'Afrique est un continent. On a tendance à l'oublier. On nous prend comme un pays. Nous sommes un continent qui a une histoire et qui a une histoire très riche, même en matière de gouvernance. Mais malheureusement, lorsqu'intervient l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, on fait comme si l'Afrique n'avait aucune valeur. Comme si l'Afrique a eu les premières, si vous voulez, les premières démocraties, c'est-à-dire que des gouvernances arrangées, conçues et implémentées par des peuples. Mais malheureusement, la colonisation a fait de nous des sortes de moutons de panurge. C'est-à-dire qu'on suit ce qui vient d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est pour moi difficile de parler des droits de l'homme ou de démocratie en Afrique. Justement, patriarche, on vous relance. On voudrait justement savoir si on pourrait, à l'aune justement de la colonisation, convoquer un droit de l'homme typiquement africain, au regard justement de tout ce qui a été vu comme méfait et même défini. La colonisation est passée par là, et bien avant la colonisation, on a assisté à l'esclavage. Oui. On a bien vu la déportation d'une partie du peuple africain dans certains continents. Des centaines de millions. Des centaines de millions, et même en Amérique du Nord et du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, ces peuples-là peuvent justement être considérés comme, on a vu dernièrement avec le cas de la Libye, qui a estimé que l'Italie, qui a été une ancienne puissance coloniale, devrait justement payer, c'est-à-dire des dommages à la Libye pour le tort que l'Italie a justement fait subir au peuple libyen. Est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain, dans son entièreté, peut justement utiliser ou alors user de ce qui a été consacré depuis 1948, c'est-à-dire au regard de ce qu'on connaît, la charte des droits de l'homme et des libertés, et même la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, est-ce que le peuple africain aujourd'hui peut user de ces rudiments internationaux pour revendiquer ses droits? Non, il n'y a que la volonté africaine qui peut arriver. Je vais aller, excusez-moi de reculer, je rentre au XVe siècle. Au XVe siècle, le pape Nicolas V promulgue sa bulle papale, qui en fait est le début de l'esclavage. Et après la bulle papale, je vais aller texte par texte, on va arriver à ce qu'on a appelé le Code noir de Louis XIV, de Colbert. En fait, c'est Colbert qui a rédigé le Code noir. Et lorsqu'on sort du Code noir, on va tomber à la conférence de Berlin. Et la conférence africaine de Berlin en 1884-85, comme les autres cas que j'ai signalés, tout cela s'est fait sans l'Afrique. La balkanisation qui part de la conférence de Berlin fait que nous avançons maintenant moulus par la volonté des États, entre guillemets, dits grandes puissances. Donc, aujourd'hui, est-ce que nous pouvons revendiquer? Nous devons revendiquer. La revendication doit partir de quoi? Doit partir de la déconstruction des effets de la bulle papale, des effets du Code noir, des effets de la charte de l'impérialisme, et des effets même aussi
les effets de la conférence de Berlin. Et ensuite, on arrive, pour ne pas traîner en longueur, venons à la Première et à la Deuxième Guerre. À la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, le monde se structure sans l'Afrique. On fait l'ONU sans l'Afrique. Et on fait la Banque mondiale sans l'Afrique. On fait le Fonds monétaire international sans l'Afrique. Donc, c'est dire l'immensité de l'œuvre qui doit être celle de l'Afrique pour redevenir ce que l'Afrique a été, c'est-à-dire un continent qui est au départ de l'humanité et au départ de toutes, je dis bien de toutes les inventions. Mais le temps, les effets de tout ce que je viens de citer ont fait que finalement nous sommes devenus des esclaves. Nous sommes devenus des esclaves et certains Africains jusqu'à date souffrent de ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas sortir de là où la colonisation et la néocolonisation les a enfermés. C'est devenu une sorte de dogme. Nous ne pouvons rien, les Blancs sont forts et nous suivons aveuglement les Blancs. Nous arrivons donc maintenant à ce qu'on appelle les droits ou la démocratie. Il n'y a pas de démocratie en Afrique. Il n'y a pas de démocratie en Afrique parce qu'il n'y a pas de démocratie standard. Celle qui est imposée à l'Afrique ne correspond ni à l'environnement socio-culturel, ni à l'environnement socio-politique, donc de l'Afrique. Donc tout cela, c'est des sources de conflits et de déstabilisation. Pour répondre de manière claire, est-ce que nous pouvons parler de ces droits? Est-ce que nous pouvons parler de la déclaration? Tout cela va évoluer parce que nous n'avons pas déconstruit tous les obstacles dont je parlais tantôt, conférence de Berlin, Côte-Noire, charte de l'impérialisme, et ainsi de suite. Nous devons commencer par là. Si on ne commence pas par là, ça veut dire qu'on voudrait désinfecter une rivière par l'aval, au lieu de désinfecter la source, c'est-à-dire à l'amont. Nous avons un devoir de survie. C'est celui, effectivement, de faire en sorte que l'Afrique conçoive et implémente son mode de gouvernance que l'Afrique impose au monde, comme les autres nous l'ont fait. Si nous ne le faisons pas, nous parlons des droits de l'homme bidon, nous parlons de la démocratie bidon, parce qu'une démocratie, si vous l'avez importée, clamée, il faut la contextualiser. Si vous ne contextualisez pas, il y a une sorte d'antinomie entre ce que vous avez amené et ce que vous trouvez. Patriarche. Oui. Revenons donc au Cameroun. Et vous avez vécu la scène dès les années 1960 et bien avant, avec un parti politique que tout le monde reconnaît quand même au Cameroun, l'UPC, qui avait comme secrétaire général Oumyobé, qui justement a su revendiquer bien avant le 1er janvier 60 l'indépendance du territoire camerounais. Et vous avez vu ce qui s'est passé par la suite. Est-ce qu'on peut dire, au regard justement de l'évolution de l'histoire depuis 1984, tel qu'on a si bien souligné avec la conférence de Berlin, le partage du gâteau, le partage de l'Afrique sans l'Afrique, et le fait même pour ces États d'avoir justement choisi de coloniser l'Afrique en l'absence des Africains, est-ce qu'on peut dire justement que le combat de ces illustres Camerounais à la dimension de Oumyobé et d'autres comme Enes Wandji étaient justement des combats qui avaient une vision avant-gardiste qui aujourd'hui nous amène à penser que parce que peut-être le tournant a été mal emprunté ou mal défini, nous sommes donc retrouvés justement à des années qui vont amener le peuple camerounais et voire même africain dans son entièreté à regretter un peu la marche qu'il avait su définir
depuis le 1er janvier 60, c'est-à-dire revendiquer et proclamer son indépendance? Non, l'Afrique a toujours eu des grands hommes. Si nous nous limitons à notre pays, je vais vous dire, je parlais tout à l'heure des inventions. Est-ce que, étant donné que notre histoire est falsifiée, combien de jeunes aujourd'hui savent que le premier docteur en économie de l'Afrique subsaharienne était camerounais? Et il a été lâchement assassiné en 1966 à Ntelele, c'est-à-dire du côté de l'Est. Et il s'appelait Oscar Osende Afana. Est-ce que vous savez que parce que des gens et des personnalités comme Oumniobé et ses compagnons, Moumié et autres, avaient une véritable vue de notre pays. Et c'est pour cela qu'ils ont été assassinés. Nous vivons cette situation de manière générale pour l'Afrique et de manière particulière pour le Cameroun, parce que nous étions les seuls vrais êtres humains. Je m'explique. Un être humain respecte l'autre être humain et respecte la vie. Or, l'Occident ne respecte pas la vie. L'Occident qui nous a amenés, soi-disant, de religion, une religion chrétienne, et puis les autres nous ont amené une autre, l'islam, ces deux religions abrahamiques ne nous ont rien apporté. Pourquoi? Parce que ces gens, j'ai dit c'était, excusez, le terme n'est pas fort, c'est des animaux. Parce qu'un homme normal ne peut pas prendre la machette pour égorger un autre homme. Un homme normal ne peut pas prendre un fusil pour tirer sur l'autre en disant en même temps qu'il y a un Dieu qui punit ceux qui tuent. Mais comment peut-on résoudre ce paradoxe? Des gens qui nous ont amené un Dieu qui malheureusement à la vérité n'existe pas. Il existe un vrai Dieu, mais pas celui qu'on nous a amené, parce que celui qu'on nous a amené avait pour objet de nous zombifier, de nous abêtir. Parce que ceux qui nous ont, nos parents, nos ancêtres, connaissaient le vrai Dieu. Alors, pourquoi je fais ces détours? Je fais ces détours pour vous dire que, regardez les armes que fabrique l'Occident. On te fabrique une bombe atomique, on te fabrique un missile balistique, on te fabrique des poisons comme nous en vivons en ce moment. Ça tue sans discernement. L'Afrique n'a jamais eu d'armes qui tuent sans discernement. Je vous en donne un exemple. Lorsque on voulait tuer Biloa ici, on lançait la foudre. Même si Biloa ici est entre 1000 personnes, la foudre ne touche que Biloa ici. On ne connaissait pas de victimes collatérales. Ça n'existe pas dans la conception de la guerre en Afrique. Lorsque on luttait contre un peuple, on travaillait un essaim d'abeilles. Et les abeilles connaissaient, lorsqu'on les lance au front, connaissent l'ennemi. Elles ne piquent que l'ennemi. Dites-moi, quand on balance une bombe, elle fait la distinction entre le petit, le malade, le vieux, le jeune? Pas du tout, patriarche. Alors, c'est nous qui posons des questions. D'accord, je pose cette question à ceux qui nous écoutent, à ceux qui vont nous écouter. C'est dire quoi? Il y a Hiroshima qui en parle d'ailleurs. Mais bien sûr, dites-moi, les gens qui ont été tués à Hiroshima ou à Nagasaki, on fait quoi à ceux qui sont allés lâcher la bombe là-bas? Ils n'ont absolument rien fait. Et pensez-vous qu'on avait un quelconque souci de la vie de ceux qui devaient être tués? Non. Quand l'Allemagne décide de dominer le monde, elle ne fait pas de quartier. Elle fabrique et organise une armée de nature à dominer le monde. Heureusement,
vous allez le comprendre, et c'est ce que je dis aux colons et aux endocolons. Lorsque l'armée allemande est arrêtée à l'entrée de Moscou, elle n'a été arrêtée ni par une bombe, ni par un engin quelconque. C'est simplement la nature, la nature qui a arrêté. Il faut qu'on comprenne cela. Et si on veut revisiter l'histoire, on devrait comprendre cela. Mais ces gens qui sont d'ailleurs, parce que le noir est le premier humain sur la planète Terre. Les autres, les blancs, ou ce qu'on appelle comme ça, descendent de nous. Mais ils sont allés à des endroits qui ont fait qu'ils sont devenus extrêmement violents. Et on a donc cultivé la violence. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de... Notre violence n'avait rien à voir avec celle de ces messieurs-là. J'ai donné des exemples de guerre. L'abeille ne pique pas quelqu'un qui n'est pas contre vous. La foudre ne touche pas. Moi, je l'ai vécu. On était en train de jouer sur un terrain de football. On en voulait à quelqu'un, on a envoyé la foudre. Nous sommes tous tombés. Mais seulement, c'est lui qui était visé, qui a été frappé, brûlé. Donc, quand je dis que c'est des animaux, c'est parce que nous sortons de l'animalité et nous sommes devenus des humains par l'humanisation. Mais ces gens-là font un retour forcené dans l'animalité. C'est-à-dire qu'on ne considère pas la vie. Ce qui est la loi, c'est la force et non pas la raison. C'est pour cela que je dis que lorsque ces messieurs viennent nous parler des droits de l'homme et autre chose, ils se foutent, comme on dit au quartier, ils se foutent de notre gueule. En 1960, comment se fait la dévolution du pouvoir? La dévolution du pouvoir se fait en fonction des intérêts de la France. Si vous n'êtes pas francophile, vous ne pouvez pas être responsable d'un État de ce qu'on a appelé et qu'on continue à appeler le précaré français. Si vous n'êtes pas francophile, si vous n'êtes pas franc-maçon, si vous n'êtes pas rosicrucien, vous ne pouvez pas être. Même quand on a divisé l'Afrique en deux, l'AOF et l'AF, les gouverneurs étaient d'abord, comme celui de l'AF, était franc-maçon. Patriarche, nous allons vous relancer. Justement, le 1er janvier 1960, le Cameroun accède à l'indépendance. Et l'illustre président, le président Ahidjo, va tout simplement consacrer cet État en faisant un discours qui est resté dans l'histoire. Le Cameroun, depuis le 1er janvier 1960, est un État, mais il n'est pas encore une nation. Il continue à le dire. Pour qu'on puisse justement avoir une nation, il demandait à tous les Camerounais de la bâtir, de la préserver. Parce que c'est dans l'union qu'on pouvait justement bâtir la nation. Des années plus tard, pensez-vous justement qu'on peut, au regard de la consécration des droits de l'homme qu'on a su définir depuis 1948, la nation camerounaise bâtie depuis le 1er janvier 60, l'État fédéral qui arrive le 1er septembre 61, et même la révision, l'adoption de la Constitution 112, 2 juin 112, peut-on parler à l'aune des lois du 19 décembre 1990 que le Cameroun est devenu une nation? Non, le discours du président Ahidjo était une fourberie. Et il visait une seule chose, le maintien d'un parti pour soi-disant créer la nation camerounaise. J'ai dit, pourquoi c'est une fourberie? L'histoire le prouve. Dit, le chant du ralliement devenu l'hymne camerounais a été écrit en quelle année? Avant 1957. 1929. Exactement, par René Djamafan et Samuel Minko Bamba. Qu'est-ce qu'il dit? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Alors comment tu peux estimer que des gens qui parlent comme ça ne sont pas une nation, bon Dieu? Mais c'est de la fourberie. Et il faut savoir que le discours du président Ahidjo n'était pas écrit par le président Ahidjo. Le président Ahidjo avait des conseillers français.
Et c'est d'ailleurs cela l'ambiguïté qui ressort des accords que nous avons signés. Et il y avait d'un côté le Cameroun et des conseillers français et de l'autre côté les Français. En fait, c'était les Français face aux Français. Non. Cette histoire, je vais vous dire, je suis né dans la Lequier. J'ai grandi à Obala. Avant le discours de la Bolle et la création des partis, allez vérifier à Obala. Nous, petits, nous ne savions pas la différence qu'il y a entre un Eton et un Bamileke. C'est les Banganté qui sont arrivés à Obala. Nous ne faisions pas de différence entre un Eton et un Aoussa, c'est parce que nous appelions tous ceux qui viennent du nord Aoussa, sans savoir que Aoussa c'est une communauté bien précise. Exact. Bon, alors, monsieur, c'est la France qui a joué ce mauvais jeu. La vie entre les Camerounais était une réalité. Je vais vous dire pourquoi. Allez demander aux sociologues. Appelez le professeur à Bouna. Il va vous dire que lorsque les gars, nos frères du Nord nous appellent les gars d'Amayo, c'est-à-dire ceux qui ont traversé le Mayo, ça veut dire donc que nous venons de là. Ils savent que nous venons de là. Je vais vous dire que nous savons. Moi, je suis esselé. Et il y a des esselés où tu trouves les esselés chez le fond des Ouaïtélé. C'est une grande famille où on retrouve également les Ndonyani. Alors, vous allez chez les Bassa, vous trouvez les esselés. Ils s'appellent les Doxènes. Est-ce que vous comprenez ça? Exact. Alors, ce lien de sang seul permettait une cohésion et une sorte d'osmose entre les peuples. Tout ce qui est arrivé par la suite, c'était le travail des colons. Pourquoi? Parce que en 1958, nous avons c'est même pas le protectorat, nous étions sous tutelle. Et il y a un gouvernement camerounais qui est dirigé par M. André Marimbida, qui était de la Lequier. Et lorsque la France se rend compte qu'il ne pouvait pas compter sur lui, on l'a fait partir. Et un jour, je lui ai demandé, papa, pourquoi est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les Français ne voulaient pas de toi, en dehors des autres causes? Voici ce que me dit André Marimbida. Ojoula, le docteur Ojoula voulait me sodomiser. Je lui ai demandé, papa, tu veux me baiser? Qui va baiser Marguerite, c'est-à-dire sa femme? Ça ne se fait pas chez nous. On a dit, celui-là, on ne peut pas le contrôler. Et il a commis l'erreur d'aller dans les boîtes où il était écrit interdit aux chiens et aux noirs. À Yaoundé, il a arraché lui-même le Premier ministre. Et pour un exemple historique, un Français en culotte force l'entrée du bureau du Premier ministre. C'est un blanc, les gens, on laisse entrer. Monsieur André Marimbida lui demande, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter en cette tenue devant le chef du gouvernement français? Réponse de monsieur le Français, non, mais vous n'êtes pas un chef du gouvernement. Il a dit, je ne suis pas chef du gouvernement. Il a demandé qu'on l'assied, on l'a mis à terre et il a fait une lettre d'expulsion. On l'a mené de là pour l'aéroport. Les Français ne voulaient pas quelqu'un qui avait cette capacité, qui avait cette hargne et qui avait cette volonté d'indépendance. Nous sommes en 58, patriarche. Nous sommes en 58. Et évidemment,
on va chercher à le dégager. Et on le dégage comment? Malheureusement, tous ceux-là sont morts parce que je vous aurais envoyé voir des gens qu'on a corrompus pour sortir de son gouvernement. On leur donnait même des chèques en blanc. Non, pas des chèques en blanc, des chèques sans provision. On a demandé, et c'est ce que le président Ahidjo fera plus tard, on demandait qu'il quitte en bloc le gouvernement de Mbida. Et ce que certains ont fait. Or, les textes de l'époque, c'est-à-dire le statut du 16 avril 1957, permettait au Premier ministre de refaire si un ministre démissionne, il nomme un autre ministre. Et c'est lui qui choisit. Et quand il a fini de choisir, le haut commissaire constate seulement le choix du Premier ministre. Il choisit donc ses ministres et le haut commissaire porté disparu. Alors, le Premier ministre voit cette situation et dit « Je ne vais pas mettre mon pays en danger ». Il prend donc sa plume et il démissionne. Et c'est comme ça que M. Ahidjo va remplacer M. André-Marie Mbida. Pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'on n'apprend pas notre histoire à nos enfants. Et on ne choisit pas par hasard le président Ahidjo. On le choisit parce qu'il est plus malléable. Il n'est pas comme ce fou Eton qui croit qu'il est indépendant. Alors, à partir de ce moment, je vous ai dit, le discours du président Ahidjo, c'est un pays, ce n'est pas une nation, sort d'un cerveau qui a bien réfléchi pour dire aux gens, pour faire une nation, il faut avoir un seul parti pour éviter l'éparpillement des forces, pour éviter l'implosion du peuple. Alors, dès lors, vous ne pouvez plus parler de liberté. Patriarche, Oui. André-Marie Mbida se retrouve donc hors du gouvernement, il n'est plus Premier ministre, mais il sera mis en prison. Il sera mis en prison avec Maï Matip et bébé, docteur bébé et Yidi, simplement parce qu'ils ont écrit à M. Ahidjo qu'ils ne veulent pas de parti unique. Voilà la cause de la prison. Il ressortira étant aveugle. Oui, il ressortira étant aveugle. Il va mourir incognito. Si vous demandez à nos jeunes aujourd'hui où est enterré le premier ministre, ils ne vous diront pas. Ils ne savent pas. C'est comme si vous demandez à nos jeunes aujourd'hui, le président Moumié est enterré où? Ils ne savent pas. Nous sommes en train d'évoluer. Ouais. Nous sommes donc en 1960. Oui. On vient d'écouter le discours du tout premier président de la République du Cameroun. À l'époque, il était Premier ministre. Oui. Il devient président en mai. Et en mai 60 par la suite. Alors, il sort ce discours, mais coup de tonnerre en 62, il y a toute une loi presque martiale qui proclame le régime de la répression. Et c'est là où on voulait en revenir. Est-ce que le discours de 60, qui a été défini et dicté par le président Ahidjo, qui demandait les Camerounais à construire une nation, tous les Camerounais, tous bords confondus bien évidemment, et la loi de 62 consacrant justement le régime de la répression. Est-ce que les deux discours, en fait, le discours et la loi en elle-même, justement, pouvaient évoluer de pair? Quand on sait justement que tout ce que vous avez suscité comme leader politique pour demander l'indépendance du Cameroun sont tombés, soit du fait d'une mort naturelle, soit du fait justement de la volonté des hommes. Est-ce que le discours qui a été donné en 60 et le régime de la répression qui s'en est suivi par la suite
Est-ce que justement ce discours et le régime pouvaient justement permettre aux Camerounais lambda, des années plus tard, de penser que les pères fondateurs du Cameroun avaient fait chorus pour construire justement un état de droit, un état où le droit serait au-dessus des gouvernants? Monsieur Atana, on ne peut pas construire une nation en prenant, comme l'a fait monsieur le président Ahidjo, l'ordonnance 62/OF/18 du 12 mars 1962 et qui régissait ce qu'on a appelé à l'époque la subversion. C'est cette ordonnance qui nous tient à la gorge jusqu'ici. On va y arriver. Exact. Oui, parce qu'avec cette ordonnance, tout ce qui n'était pas en accord avec la vue du régime était subversif. Et on allait en prison sans être jugé. Donc, 1962. 2 ans à peine. 2 ans à peine. Les Français ne sont plus là. C'est maintenant entre Camerounais. Qu'est-ce qui se passe? Les Français sont là plus qu'ils étaient avant. Parce que du temps d'André Marimbida, les Français n'avaient aucune influence. Et maintenant, celui qui va être positionné par la France vient pour travailler pour les intérêts français. Et c'est ça le côté noir du président Ahidjo. Il est vrai, comme tout homme, il avait des bons côtés. On va en parler. Mais ici, tout est subversion. Cette ordonnance 62 du 12 mars 62 ne permettait à personne de contester quoi que ce soit. Donc, c'est là où commence à se former. Et les Français sont là. Les Français qui vous ont dit qu'il y avait les droits de l'homme depuis 1948, pourquoi ils ne disent rien? Ils sont là. Et ils acceptent que cette ordonnance soit une loi au Cameroun. Et elle l'est. Et elle demeure une loi au Cameroun, même comme on a dit qu'on a abrogé. La loi de 90, bien évidemment. Oui. 1990. Ouais, la loi de 90, on a pris les dispositifs essentiels de cette ordonnance qui ont été introduits dans la loi de 90. C'est pour ça que je dis que cette ordonnance est encore présente. Et nous avons malheureusement quitté la loi du 29 juillet 1881 qui régissait la communication et qui régissait, si vous voulez, la liberté d'expression. Ouais. Patriage, il nous reste 10 minutes, on va évoluer. Ouais. Le président Paul Biya arrive donc le 6 novembre 82. Et il a une vision assez futuriste du Cameroun. Et il va justement ouvrir les portes et davantage proclamer la liberté d'expression et le multipartisme. 85, le RDPC passe par là. Vous y étiez. Oui. Alors, que vaut aujourd'hui le discours de 85, 30 ans plus tard, environ 31 ans après? Le discours de 85 était un discours politique. Lorsque naît le RDPC à Bamenda, les gens qui sont allés à Bamenda, c'était une assemblée de l'UNC qui va être séance tenante transformée en RDPC. Et c'est pour cela que le statut du RDPC, à son article 1, dit l'UNC devient le RDPC. Voilà un des problèmes du Cameroun. À partir de ce moment, on n'a rien laissé de l'UNC. Il n'y a que M. Ahidjo qu'on a écarté. On a pris tout. Et lorsque vous donnez un enfant, il est tout à fait normal qu'il ait les gènes du parent. L'enfant a les gènes de ses parents. Donc,
le RDPC est né avec les gènes de la, comment je pourrais appeler ça, du musulman, du peuple, d'une manière ou d'une autre. Quand le président Biya fait ses discours, c'est pour ça qu'il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi lorsqu'il parle de la rigueur et de la moralisation. Il n'est pas suivi, on dit le fils du catéchisme là ne connaît pas ce que c'est l'argent. Les nordistes se sont enrichis et ils veulent que nous on soit pauvres. Les gens se sont mis à voler. 1992, on évolue, oui. Il y a les villes mortes. Il y a les villes mortes. Nous avons justement des avocats qui sont arrêtés et des journalistes également. Enes Wandje en fera partie bien évidemment. Avec, pas Enes Wandje, ceux qui militaient pour Enes Wandje, bien évidemment, vont également en payer des frais. Et surtout ceux-là qui vont justement davantage consacrer ce qu'on appelait dès l'entame de propos, les villes mortes 92. Ça vous dit quoi 92? Ça me dit le président Biya. Nous sommes à la veille des élections législatives et présidentielles. Le président Biya est un homme très intelligent. Je pourrais même dire, si je pouvais me permettre cette si je peux me permettre cette outrecuidance de dire que c'est un roublard, le président Biya. Il sait jouer. Ça, c'est, il en est champion. Parce que la tripartite, j'y étais. Mais on n'a jamais appliqué ce qui avait été décidé à la tripartite. Jamais. Et on a même tripatouillé les textes. C'est mon oncle Yeba ici qui était chargé de tirer. Or, les textes préparés à l'avance étaient déjà dans sa machine. Donc, on a continué. Le président Biya a, disons, il a desserré un peu le boulon et on a eu cette éclosion qu'on a appelée la démocratie. Il y avait des télés, aujourd'hui il y a des milliers de journaux, il y a des radios, mais tout ça, c'est de la gnognotte, ce n'est pas la liberté. Le président décida donc justement de libérer Enes Wandje et ses complices, oui. À 92 également, et avec la tripartite, donc, nous assistons donc justement le 18 janvier 1996, avec justement l'adoption de la loi constitutionnelle. Oui. 10 janvier 1996, qui fait donc justement du Cameroun un état de droit et qui consacre un état décentralisé. Un état de droit qui consacre le Conseil constitutionnel comme étant l'organe chargé justement du contrôle de la constitutionnalité des lois et bien évidemment de cela un état décentralisé. Oui, si on veut être correct, si on est intellectuellement honnête, on va dire que c'est de la gnognotte. Ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi? Pour que le pouvoir judiciaire soit un pouvoir, pour que le pouvoir législatif soit un pouvoir distinct du pouvoir exécutif, il faut l'indépendance des trois. Or, les États africains sont en plein dans le présidentialisme, c'est-à-dire la primauté de l'exécutif, donc du président de la République. C'est pour cela que malheureusement des prétendus docteurs et autres agrégés en agrégation vous dites chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose sur très haute instruction du président de la République, comme si le président de la République était le seul dans un pays à réfléchir, comme si le président de la République était dans le cerveau de tous les ministres, alors que chaque ministère a un domaine précis. Donc on confie ce domaine à quelqu'un, mais il vous dit tout le temps, c'est le président. Bon Dieu, non. J'ai dit, il y a eu une fausse liberté. Et cette fausse liberté nous permet aujourd'hui de parler comme nous le faisons par ce qu'on appelle la tolérance administrative. Ouais. Sinon, les lois sont telles que, comme nous parlons là, si on veut coincer quelqu'un, on le coince. 2016 alors, patriarche, une loi contre le terrorisme qui, à la limite, revient remettre au bout du jour la loi que vous avez su invoquer, la loi 62. Alors,
la loi contre le terrorisme aujourd'hui, et leurs enjeux qu'on a su évoquer, peuvent-elles nous amener à comprendre que le Cameroun est dans une dynamique de la construction de l'état de droit? La loi sur le terrorisme est absolument nécessaire. J'ai dit absolument nécessaire parce que nous sommes menés par des intérêts divergents. Les Camerounais, n'ayant pas reçu une formation en patriotisme, ont logé chacun la patrie dans son ventre. Et ce qui fait qu'on est amené à faire n'importe quoi parce qu'on va avoir de l'argent, parce qu'on va avoir un poste. Le terrorisme est ce qui empêche les enfants d'un même pays de regarder dans la même direction. Donc à partir de cela, monsieur, il nous faut une loi contre le terrorisme. C'est d'autant plus que les terroristes ne sont pas seulement ceux que nous voyons par exemple au Nozo. Les terroristes, ce sont ceux qui financent. Les terroristes, ce sont ceux qui fabriquent les armes. Exactement. Patriarche, nous avons donc ici un diplôme qui a été délivré le 2 juillet 1976. Quand j'ai ce diplôme, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il en est question? Il s'agit, monsieur, je suis parti, vous êtes allé en 96, je suis parti de l'École nationale d'administration et de magistrature et je suis allé à l'École nationale supérieure de police. À l'École nationale d'administration et de magistrature, je m'étais arrêté au brevet. À cette époque-là, le brevet de l'ENAM s'obtenait en 2 ans. Donc, parti de là, dans des conditions dont je ne parle pas, j'ai dit, moi, Bilo Aïssi, je ne peux pas aller dans la fonction publique en catégorie B. J'ai donc décidé de faire le concours des commissaires de police. Lorsque je pars de l'ENAM, je décide de ne pas entrer dans la fonction publique en catégorie B. Je fais donc le concours de la police parce que parti de l'ENAM, j'ai choisi la police. Et à cette époque, effectivement, les 3 premiers de chaque filière, quelle que soit la filière qui a été faite, à la sortie, vous choisissez où vous voulez aller. J'ai donc choisi d'aller à la police et je suis allé, on a lancé le concours de commissaire de police. Et il y avait 2 places pour toute la République. J'ai fait le concours et j'ai été admis. Je suis donc entré à l'École nationale supérieure de police. Nous voyons justement le diplôme qui a été délivré, le diplôme justement qui atteste de votre adhésion à l'École nationale de la police. Cette école où vous êtes sorti commissaire. Avec mention bien. Il faut rappeler que vous avez eu un nom, commissaire X. Pourquoi commissaire X? Commissaire X parce que je faisais du bon travail et à cette époque-là, il y avait encore des salles de cinéma à Yaoundé. Et il y a un film qui passait, le commissaire X traque les chiens verts. Quand les bandits ont vu ce film, ils ont dit « Ah, ça, c'est notre commissaire X ici ». Parce que dans le film, le commissaire X traquait les chiens verts, c'est-à-dire les voyous, j'allais dire mécréants comme en religion. Patriarche, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous disons merci justement à la charmante équipe de production. Nous saluons ici Gabriel, Serge et tout le reste qui nous ont accompagnés ici. Lorsque j'ai la possibilité de dire un certain nombre de choses dans notre histoire qui est complètement falsifiée, parce qu'on n'a pas voulu vider le contentieux historique, je dis, je suis prêt à tout moment à dire et à assumer ce que je dis. Et puis ce que je dis, ce sont des faits. Ce ne sont pas des visions, ce ne sont pas des idées, c'est des faits. Les faits, on a beau dire, les faits sont sacrés et ils n'ont pas de couleur.
samedi 17, le patriarche sera des nôtres au studio de production. Si justement, là vous connaissez Source d'eau vive, pas très loin du Carrefour Paquita. Nous vous attendons justement, patriarche, pour entrer dans la dimension justement du contenu des libertés et droits publics au Cameroun. Bonsoir et merci au chef de chaîne qui se chargeait de la supervision, le docteur Moïse Mbok. Nous vous disons bonsoir et à samedi prochain.